Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle procédure d'entrée dans l'espace Schengen, réforme des contrôles aux frontières et nouvelles normes en matière de visa. C'est ce que nous décortiquons ce soir pour vous, pour comprendre la nouvelle politique migratoire du Conseil de l'Europe et ses potentielles répercussions sur la mobilité des individus. Car de fait, dès ce mois de novembre, l'espace Schengen se barricade entre remise en cause du droit d'asile, accélération des expulsions ou encore ouverture de centres de rétention dans des pays tiers. Tous les éléments attestent d'un durcissement des règles migratoires européennes. Mais tous les pays européens ne se valent pas. Certains, comme la France, l'Espagne, encore l'Allemagne, figurent parmi les destinations les plus accessibles, on dira, notamment pour les Marocains. Mais à noter que le voisin ibérique, par exemple, a décidé de mettre fin au Golden Visa, visa doré pour les ressortissants étrangers non européens qui investissent dans l'immobilier en Espagne. Pour les autres, fini les visas à 4 années ou 2. La nouvelle règle limite les visas à 1 an. Par ailleurs, Madame Migration belge s'est félicitée que le nombre d'expulsions forcées de citoyens marocains en situation irrégulière en Belgique avait quadruplé cette année. Mais n'oublions pas que les relations du Maroc avec l'Europe, notamment en matière de migration, reflètent une complexité de liens géopolitiques, socio-économiques et avant tout historiques. J'accueille pour le débat de ce soir le sociologue et doyen de l'Institut d'études politiques à l'Université internationale de Rabat, Professeur Mehdi Aliwa. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Et un plaisir renouvelé d'accueillir mon confrère, directeur de publication du site diabiladi.com, Ahmed Zouak. Bonsoir, toujours un plaisir de vous accueillir. Bonsoir, plaisir partagé. D'abord, une réaction, messieurs, sur aujourd'hui le panorama des visas pour les Marocains, des visas bien sûr européens. Après, on ira dans le détail. Je commencerai par Mohamed Zouak. Oui, alors, au niveau des visas, pour les Marocains, il y a des destinations qui sont très prisées. Les Marocains sont les premiers demandeurs de visa pour la France, les premiers, je crois, aussi pour l'Espagne. Après, évidemment, il y a d'autres pays. Vous avez cité la Belgique, l'Italie, sont des pays aussi qui sont très prisés. Des demandes qui se comptent au total pour tous les visas Schengen en 2023, c'est 590 000, un peu plus de 590 000 visas, dont à peu près 80% qui sont acceptés, 20% rejetés. Donc voilà à peu près l'image globale des demandeurs de visa, en tout cas pour l'Europe et notamment pour l'espace Schengen. Et puis bon, si on revenait un peu à l'histoire de ces visas, professeur Aliwa, oui, ça vous fait, ça vous étonne. Non, ça vous étonne. Mais si on devait placer ce momentum dans l'histoire des visas, est-ce qu'on peut dire, pour rester très objectif et vraiment scientifique, est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui d'avoir un visa que ça l'était il y a 40, 50 ans? Il y a 40-50 ans, il n'y avait pratiquement pas de visa. Donc c'est pour ça que l'histoire du visa, c'est même un cours, c'est pour ça que j'ai tiqué. Parce que je me suis dit, tiens, je reviens à la fac, je vais donner un cours. En fait, donc je n'aurai pas le temps de le développer, mais les visas, il n'y en avait pas. Il y a eu d'autres façons de faire pour trier. Et puis ils ont été imposés justement il y a à peu près 40-50 ans, voire 30 ans pour certains pays. Et puis pour l'Union européenne et le visa Schengen, ça a une trentaine d'années. Donc c'est quelque chose de très récent finalement. Et donc même dans ces applications, en fait, il y a une fuite en avant. Puisque c'est nouveau et il y a toujours la peur que les personnes passent à travers les trous. Du coup, tous les 2 ans, tous les 1 an et demi, tous les 3 ans, on fait une nouvelle loi ou un nouveau Conseil de l'Europe. Où, en fait, on n'arrête pas, on a une surévaluation juridique de la réalité des circulations. L'Union européenne est une plateforme immense de circulation. C'est le premier espace de circulation au monde parce que les Européens migrent énormément à l'intérieur de leur continent et à l'extérieur. C'est à l'image de l'Afrique. On ne le dit jamais assez. Mais non, que 80% des mouvements migratoires des Africains se passent au sein du continent africain. Complètement, mais à la différence près que pour l'Europe, vous pouvez multiplier le nombre, parce qu'il y a peu d'Africains par rapport aux Européens. Donc les plus grands migrants en fait, sur Terre sont les Européens eux-mêmes, en rapport du nombre d'habitants de l'Europe. Et pour les Marocains aussi, par exemple, c'est un pays qui a tellement diversifié ses circulations et ses installations en Europe, qu'on a des Marocains dans tout le continent européen. Et donc c'est normal qu'il y ait des Marocains d'ici qui veuillent visiter leur famille, ou tenter leur chance, ou étudier. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a tellement de demandes de visa, et c'est pour ça qu'on est tellement impacté par cette fuite en avant systématique de plus de contrôle des Européens. Est-ce que cette
excès de contrôle est purement politique? C'est une réponse politique à une angoisse existentielle européenne. Moi, j'appelle ça une obsession. Certains psychanalysent... De quelle nature est cette angoisse, sans vraiment faire de psychanalyse, mais est-ce qu'elle est de nature culturelle? Est-ce qu'elle est aujourd'hui de nature sociétale, économique? D'où vient cette angoisse? Comme les angoisses, elles ne sont pas toujours rationnelles et elle est essentiellement xénophobe, mais elle est basée sur le fait que les sociétés européennes se sont transformées indépendamment de la migration, liées à des nouvelles formes d'organisation politique et surtout d'organisation économique. Et donc, on a une désindustrialisation, on a une sortie des syndicats, on a de nouveaux rapports politiques et tout a été mis sur le dos de la mondialisation. Le fautif serait la mondialisation, mais comme la mondialisation, on ne sait pas qui c'est pas très clair, les migrants deviennent les victimes expiatoires de cette mondialisation omnie par une partie des Européens. Est-ce que les Européens se barricadent aujourd'hui, Mohamed Zouak? Oui. Est-ce que les Européens mettent, sachant que c'est l'un des plus grands défenseurs des droits de l'homme, des droits à circuler, des droits à la dignité, droits à l'asile. Les droits à l'asile, ce sont les Européens. Pourquoi en est-on arrivé là? Et est-ce que finalement, on n'est pas en train de peut-être se diriger vraiment vers une fermeture de l'Europe? Oui, alors on parle de forteresse Europe dans les médias européens, au sein de nombreux partis politiques en Europe. Il y a une sorte de crainte qui est allée en croissant d'une invasion, et le terme d'ailleurs, maintenant c'est devenu la théorie, entre guillemets, théorie du grand remplacement. Donc il y a vraiment cette peur existentielle, ce que disait Mehdi Aliwa, une peur existentielle, une angoisse d'être remplacé, d'être grand remplacé par ces migrants, en pensant, et d'ailleurs quand on fait un sondage, par exemple en France, selon vous, quelle est la part de la population qui est d'origine immigrée ou qui est immigrée, tout le temps c'est surévalué, on passe du simple au double, voire du simple au triple dans les différents pays européens. Donc on voit très bien que cette angoisse fait que, alors ça peut être aussi un effet, de grossissement de loupe qui est pointé par les médias et qui fait qu'au sein de la population, on a cette impression qu'ils sont 2-3 fois plus nombreux que la réalité. Et même si les démographes viennent expliquer dans des médias, non, il n'y a que 10% de la population, par exemple, qui est d'origine immigrée, eh bien pour la population, c'est quelque chose qui est marquant. Je voudrais revenir aussi sur un point par rapport à l'histoire. Il y a eu aussi un phénomène après l'instauration des visas. Il y a eu une sorte, et notamment avec l'Union européenne, il y a eu une sorte de technosophistication, excusez-moi du néologisme, de cette procédure de visa. D'abord, on a délégué à des prestataires privés l'octroi des visas, et avec de plus en plus un système basé sur la technologie, les rendez-vous, on va en parler, etc., probablement, mais quelque chose qui est devenu extrêmement complexe, avec plein de failles. Et coûteux. Rappelons qu'il y a une hausse des frais de visa. Aujourd'hui, un visa Schengen, c'est 90 €. C'est ça. Qu'on l'obtienne ou qu'on ne l'obtienne pas, on est le Marocain qui demande un visa, c'est 90 €, avec un risque de perdre ces 90 € sans obtenir de visa. Ça, c'est le coût officiel. C'est le coût officiel. Là, on parle que du coût officiel. Alors après, il y a effectivement un coût officieux avec les rendez-vous. Puisque ce système de rendez-vous, quand je parlais de technosophistication, ce système de rendez-vous, c'est un gruyère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans, pas qu'au Maroc, dans différents pays, et pas que pour les visas Schengen, des gens qui sont spécialisés. Dès qu'on a un système qui est imposé par un prestataire privé avec un système de rendez-vous, eh bien, il y a des robots qui prennent les rendez-vous automatiquement, et ensuite ces intermédiaires revendent 1000 dirhams, 2000 dirhams, parfois plus, quand il y a des moments de tension comme juste avant les vacances d'été, par exemple, ou bien pour les étudiants, donc pareil, c'est pendant les vacances d'été, eh bien ce prix officieux de prise de rendez-vous, parce que sans ce rendez-vous, on ne peut pas obtenir un visa. Mais oui. Et juste pour avoir une chance, même si normalement les visas sont attribués à validés à 80% pour la France et pour l'Espagne notamment, et pour d'autres pays, je crois, mais déjà, obtenir un rendez-vous, c'est la croix et la bannière. Et donc, on est prêt à payer 1000, 2000 dirhams, en plus des 90 €. Même plus, et parfois plus, oui. Et ça, effectivement, c'est devenu quelque chose qui est dénoncé régulièrement, on le voit dans les médias, qui est dénoncé régulièrement par les Marocains,
qui estiment que c'est grave. Il y a aussi des phénomènes de corruption, etc., au sein de certains consulats ou au sein des entreprises privées qui sont en charge de la gestion du On ne peut pas avoir une gestion système. plus optimale de ce système de délivrance de visa. Est-ce que, je veux dire, les pays qui sont, donc les représentations diplomatiques de ces pays, ont les chiffres, plus ou moins, on parle d'un demi-million de demandes annuelles. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en amont un système de traitement à même de répondre à ces demandes? Parce que ces demandes, ce ne sont pas que pour l'immigration, c'est le tourisme, c'est de la valeur ajoutée d'ailleurs pour l'économie du pays, pour le business, pour les études, absolument. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en mesure de revoir ce système pour reprendre aussi, d'ailleurs la déclaration a été faite par l'ambassadeur représentant du Maroc en France, réviser le système de délivrance de visa? Oui, alors il y a deux... Comme un service payant d'ailleurs, mais que le service soit à la hauteur du prix. De toute façon, effectivement, quand on paye une prestation, on attend quand même d'avoir une prestation qui soit à la hauteur. 90 €, effectivement, ce n'est pas une petite somme, on parle de 1000 dirhams, le prix officiel, sans compter effectivement les à côté, parfois la prise de rendez-vous. Dans votre question, il y a deux éléments. Le premier élément sur l'ambassadeur du Maroc à Paris, Madame Samira Sitaïl, elle a pointé un problème qui est justement ce coût pour les visas refusés, c'est-à-dire payer 90 €. Alors quand on fait le calcul, sur 2023, les Marocains ont payé pour tous les visas Schengen, pas que pour la France ou que pour l'Espagne, pour tous les visas Schengen, le coût des visas non délivrés, les visas refusés, c'est plus de 112 millions de dirhams. Oui. Donc on a à peu près 10 millions de dirhams chaque mois payés pour des visas qui ne seront jamais validés. Donc le coût, effectivement, elle a estimé que c'était un système inique et que l'Union européenne s'honorerait à revoir un petit peu ce système où on fait payer un visa qui n'est pas octroyé. Premier problème. Deuxième problème, effectivement, sur le système de rendez-vous, où là, en fait, on est face à un écran. C'est-à-dire que le demandeur marocain est face à un écran pour obtenir son rendez-vous. S'il n'y a plus d'espace disponible, et souvent les gens, si par exemple les rendez-vous sont disponibles à telle date, à minuit, ils se connectent à minuit, et parfois il n'y a déjà plus rien. Donc c'est très compliqué pour obtenir un rendez-vous, et donc ils sont obligés de passer par une solution archaïque qui est du marché noir. Je dois payer. Alors je me rappelle, il y a quelques années, les gens faisaient la queue devant les consulats et certains se positionnaient sur la queue pour vendre leur place. Donc ils y allaient à 4 h du matin et ensuite, si tu veux une place, on te vend. Mais là, en fait, on est revenu à ce système-là, mais de manière automatisée. C'est ça qui est grave, c'est que ces intermédiaires-là ne pouvaient pas que revendre leur place, mais revendaient en fait plusieurs créneaux de rendez-vous. Ils mettent des bots et ils peuvent vendre 100 créneaux, 1000 créneaux de rendez-vous. Alors je vous laisse compter à 1000, 2000 dirhams. Effectivement, ça fait très cher. Et je pense que tout système informatique, pour les gens qui connaissent un petit peu, il y a plein de moyens, il y a plusieurs façons de contrôler ça. J'ai l'impression qu'on laisse d'une certaine manière... Il y a moyen de contrôler le processus? Est-ce qu'il y a moyen de... Non, pour la décision de délivrance de visa ou pas. Là, on touche à un souci de la question de la gestion multilatérale ou même transnationale d'autorités publiques. C'est-à-dire que, par exemple, on vient d'évoquer, moi je suis dans l'objectivité, ce qu'on vient d'être évoqué, une partie, c'est de la corruption. Donc ça devrait être, mais ça relève de la souveraineté du Maroc, de poursuivre ceux qui font payer pour avancer plus rapidement, pour avoir son visa, ou est-ce que ça relève de l'Union européenne qui délègue à ces entreprises le fait qu'elles fassent ce genre de choses? Donc je donne un exemple, parce que vous avez parlé de contrôler. Il y a tout un ensemble de contrôles, mais qui contrôle? Est-ce que c'est à partir du Maroc qu'on contrôle? Est-ce que c'est à partir du pays auquel on demande le visa, en sachant qu'il accorde un visa Schengen, c'est-à-dire pour l'ensemble de l'espace Schengen? Ou est-ce que c'est Bruxelles, ou enfin, au sens capitale européenne et de Schengen, qu'on fait le contrôle? Donc là, on est devant en fait, la limite de la gestion en fait, multilatérale, puisqu'il y a une question de hiérarchie, de normes et de droits. Et donc, ça nous pose un souci, même si juridiquement, on pourrait comprendre que la question de la corruption pourrait être traitée en interne au niveau des autorités marocaines, mais elles n'osent pas le faire
a-t-on compris, parce qu'elle dit c'est la diplomatie, on ne va pas commencer à lever des problèmes comme ça. Mais moi, je parle de contrôle aussi sur, en fait, qui peut avoir le visa ou pas, qui en décide en fait. Mais c'est ça, mais c'est lié. Le problème, c'est que les jeux sont semi-ouverts. Quand les jeux sont complètement ouverts, il n'y a pas trop de difficultés puisque tout le monde joue et tout le monde gagne plus ou moins. Et donc, il n'y aurait pas même si ça a un coût. Le problème, c'est que les jeux, on nous dit ils sont ouverts, mais en fait, ils ne sont pas complètement ouverts. On a besoin des Marocains qu'ils aillent étudier, qu'ils aillent travailler ou qu'ils aillent faire du tourisme en Espagne, ça rapporte des sous. Mais en même temps, on veut se protéger d'un trop grand nombre de personnes qui viendraient en Europe, ce qui est paradoxal. Donc les jeux, un jour ils sont ouverts, un jour ils sont fermés. Enfin, ça dépend pour qui, en fait. Toujours pour qui, mais dans la masse. Ils sont ouverts pour les cerveaux, ils sont ouverts pour les ingénieurs, pour les infirmières, pour les médecins, pour... En fait, ces gens-là dont a besoin l'Europe aujourd'hui, le Canada ou ailleurs. C'est exactement ce que je dis, c'est pour ça que c'est semi-ouvert. Donc, mais qui détermine, c'est les 2 poids, 2 mesures. Mais qui détermine que vous êtes réellement médecin, que vous êtes réellement... Vous comprenez? C'est-à-dire que le problème du contrôle, de la manière dont est délivré le visa, c'est un problème de souveraineté. Qui, au niveau citoyenneté, peut le faire? Et donc, est-ce qu'on a un droit international des migrants qui pourrait mettre son nez là-dedans? Est-ce que l'OIM, qui est une agence onusienne, pourrait mettre son nez là-dedans? J'en doute fort. Donc, ça devrait venir des citoyens européens. D'ailleurs, c'est souvent les citoyens européens qui attaquent en justice, notamment les très militants, les très militants, qui attaquent en justice leur pays ou l'Union européenne sur ce genre de choses. Et c'est très rarement les citoyens demandeurs de visa qui le font. Donc, on est déjà dans une problématique. Et deuxièmement, comme je dis... C'est l'organisation aussi de ces consommateurs, parce qu'in fine, ce sont des consommateurs ou des associations qui défendent les droits des consommateurs, parce que c'est un service qui paye au final. Sauf que derrière, c'est politique. C'est-à-dire que la consommation, il y a une dimension politique, mais là, elle est très politique. Et elle touche à la question de la souveraineté et d'une des dernières, peut-être, grandes souverainetés des États, puisque avec la mondialisation, on a ouvert les droits de douane, etc. Et donc, d'un coup, les humains, ça devient la seule variable et puis visible, parce que c'est physique. Parce que l'argent, quand il circule, c'est des écritures. On ne transforme pas des mallettes d'argent. On envoie des écritures avec des algorithmes pour que tel ou tel compte en banque soit crédité. Or, l'humain, on le voit bouger. Et puis, lorsqu'il a des couleurs de peau différentes ou des habits différents, on le voit. Et donc, on peut l'attraper, on peut dire, voilà, on maîtrise nos frontières, voilà, on fait le job. Donc, c'est très délicat parce que d'abord, on ne sait pas qui peut faire pression citoyenne. La démocratie appelle cela. Deuxièmement, on ne voit pas comment il pourrait arriver. Et de l'autre côté, nous, de notre côté, on a la question de jeux qui ne sont pas vraiment ouverts. Et donc, on joue, on perd et on n'a pas de possibilité de recours. Alors qu'en fait, c'est injuste puisque quelque part, on a besoin de nous aussi de l'autre côté. Pas de tout le monde, il y a un tri, mais ce tri-là, il se dit à demi-mot. Alors, là, on est en train de parler de manière vraiment très globale de tout l'espace Schengen. Il y a des pays qui se démarquent quand même. Il y a des pays qui sont en train d'apporter des changements. Est-ce que, par exemple, comme pour la durée de validité du visa espagnol, qui ne va pas désormais dépasser 1 an, donc on doit peut-être miser 90 € chaque camp pour renouveler le visa. Et ils ont le droit, ces pays, de toute façon, ça fait partie de la souveraineté. C'est ce que disait Mehdi. Que ce soit sur Mais nous qui demandons les visas n'avons aucun droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contester quand même on a le choix de refuser de demander ce visa. Et dans ce cas-là, on ne voyage pas dans ce pays. Oui. On a toujours ce choix-là. Mais effectivement, du moment où on demande, on a besoin, ou bien on souhaite, juste pour passer des vacances, etc., visiter ce pays, eh bien effectivement, on doit passer par les fourches codines du système de visa. Le système de visa pour tous les pays, et le Maroc inclus, quand le Maroc impose aussi un visa pour certains pays, c'est de l'ordre de la souveraineté. Donc on peut choisir la durée du visa, on peut choisir à qui on l'octroie, à qui on ne l'octroie pas, et puis il y a aussi des non-dits. Mais on se souvient, par exemple... Sans critères prédéfinis, transparents. Bien évidemment. C'est important de le souligner, bien sûr. Je vais vous donner un exemple. La France, pendant Covid, avait réduit son quota de visa, 50% sur le Maroc et l'Algérie, et puis un peu moins pour la Tunisie. À ce moment-là, il y a eu une sorte de surprise de beaucoup
de Marocains, soit chefs d'entreprise, hauts cadres, des Marocains aussi de l'élite intellectuelle et culturelle, qui avaient l'habitude d'avoir des visas très régulièrement. Et là, ils déposaient le dossier avec exactement les mêmes documents, et là, ils se voyaient refuser le visa. Et même pour certains qui appelaient de hauts responsables au sein de l'ambassade, eh bien, ils n'avaient pas de réponse en leur disant le quota est... voilà, c'est de manière arbitraire, on vous refuse le visa alors qu'on vous l'octroyait régulièrement auparavant. Donc on voit bien que malheureusement, c'est quelque chose qui peut être de l'ordre de l'arbitraire, mais c'est la souveraineté. Donc ça, c'est difficile pour le Maroc oui, bien sûr. de venir et dire, bah, écoutez, ou bien même, et encore moins les Marocains, de venir et dire, ah non, vous m'avez refusé le visa alors que vous m'aviez octroyé il y a quelques années. Oui et non. Mais... Bah, c'est saisir la justice au Maroc. C'est la souveraineté du pays. Et donc, c'est compliqué. Et donc, pareil pour cette durée, 1 an, 2 ans, 4 ans. D'ailleurs, on voit pour plusieurs pays, il y a plusieurs durées de visa. Et donc, en fonction, il y a des pays, par exemple, ils ont un visa juste sur la période de l'événement où vous allez participer, notamment des pays du Golfe. Donc, vous pouvez avoir un visa sur 1 semaine. Par exemple. Donc, vous payez le visa à plein pot, mais vous l'avez que pour 1 semaine, 1 mois, 1 an, etc. C'est révélateur quand même d'un changement de paradigme, d'un changement de positionnement de l'Europe vis-à-vis de la question migratoire. Ouais. Est-ce qu'on peut faire marche arrière un jour ou on va continuer sur cette route de forteresse européenne? Les indicateurs politiques, de sociologie politique montrent que ça va continuer, ça va se durcir. Mais la démographie et les indicateurs démographiques alors? Non, mais ça, vous parlez du bon sens, de la raison, du non, calcul. Non, je vous interpelle sur ça. Je vous parle de ce que les citoyens européens ressentent. Oui. Entre le ressenti, c'est comme les températures. Hein, donc, il fait 8 degrés, mais ressenti 0 degrés. Là, il fait 20 degrés, ressenti moins 20 sur la question migratoire. Ça a bien été dit par Zour, c'est qu'on qu'on demande aux gens, ils vous disent mais il y a 10 fois plus de migrants qu'en réalité, quoi. Donc on est sur des ressentis complètement irrationnels et ça ne va pas changer, mais ça ne veut pas dire que ça ne changera pas, parce que nous les sociologues on ne sait pas voir dans une boule de cristal. On regarde dans le temps T et on part du principe qu'on a tous les indicateurs pour dire que ça va être stable. En fait, il ne faut pas grand-chose pour qu'une génération change d'idée. On est en plein changement générationnel. Hein, vous savez, ce qu'on appelle les boomers, sont en train de partir les uns après les autres. Donc déjà, ils ont laissé leur place clairement. Donc ceux qui sont derrière, qui prennent le pouvoir, on va voir comment ils vont réagir. Et puis il y a une nouvelle génération de jeunes. On ne sait pas exactement qu'est-ce que les Européens dans 20 ans seront. Et puis il y a plein de paramètres, la Russie, l'Ukraine. Donc tout ça, on ne pourra pas savoir. Mais à l'heure actuelle, les choses sont claires. Pour les Européens, il y a trop d'Arabes et de Noirs, pour le dire de manière vulgaire et raciste. C'est comme ça que les gens l'expriment, même si c'est faux, même si c'est plus compliqué, même si c'est l'histoire coloniale qui a fait qu'il y a des Congolais en Belgique ou qu'il y a des Marocains en Espagne, même s'ils ont besoin de ces bras, que pour la francophonie c'est plus logique, même si le fait qu'ils aient tellement ramené de migrants à une période fait que leur famille veuille les rejoindre ou passer un peu de temps avec eux, et quelque part c'est leur droit de pouvoir aller visiter un cousin ou un frère qui vient d'avoir un nouvel enfant. Pourquoi je ne pourrais pas aller, on va me refuser mon visa alors que j'ai ma fille qui vit en France et elle devient maman, et moi en tant que grand-père je ne peux pas aller voir ma fille. Enfin, je veux dire, c'est des drames où des gens vont se faire soigner. Donc d'un coup il y en a une histoire de circulation entre le Maroc et un certain nombre de pays et l'Europe dit mais non, on va les arrêter. De fait, ils ne les arrêtent pas complètement, puisque les chiffres montrent que ça continue, mais ils n'arrêtent pas de dire on va durcir, on va les arrêter, on va durcir. Et c'est une fuite en avant. Ça peut changer, mais franchement, on n'a pas les éléments aujourd'hui pour dire sereinement que ça va changer. Donc il faut que la diplomatie marocaine s'y prépare et produise aussi ses narratifs et ses contre-arguments. Quels sont les contre-arguments, en sachant que le Maroc aujourd'hui joue un rôle central, critique, vital, névralgique aussi dans la politique migratoire de l'Europe, si je puis me permettre l'analogie? Oui, je pense que l'Europe essaie aussi de marchander, de faire des visas un objet de marchandage ou de chantage avec certains pays, notamment donc pour la gestion de l'immigration irrégulière et en contrepartie octroyer des visas, plus de visas. Je pense qu'il y a une sorte de bascule aussi, il n'y a pas que ça,
il n'y a pas que ce domaine-là où il y a une sorte de marchandage ou de contractualisation, officieuse en tout cas. Il y a aussi sur l'aspect des reconduites ou des réadmissions. Vous avez cité la Belgique. Le bon exemple, c'est effectivement la Belgique où la ministre s'est enorgueillie d'avoir fait x4, d'avoir multiplié par 4 le nombre de personnes effectivement, qui ont été réadmises au Maroc. Par le Maroc, eh bien ça, dans la bouche de certains ministres de l'Intérieur, de différents pays d'Europe, de l'Union européenne, il y a cette volonté de mettre en face à face, en vis-à-vis, vous réadmettez plus de vos migrants qui sont en situation irrégulière, et nous, on vous octroiera plus facilement les visas. Et on l'a vu d'ailleurs lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron, où le ministre de l'Intérieur insistait beaucoup sur les réadmissions. Et c'est devenu une sorte de leitmotiv, de refrain. Donc aujourd'hui, c'est soyez un petit peu les cerbères de la forteresse Europe. Et en plus, aidez-nous, parce qu'on en a besoin par rapport à nos opinions publiques, aidez-nous à réadmettre vos ressortissants pour montrer des chiffres qui soient sexy pour l'opinion publique et dans les médias. Merci beaucoup. Merci Mohamed Zouar, directeur de publication du site yabiladi.com. Merci à vous également, professeur Mehdi Elie, doyen de l'Institut d'études politiques à l'Université internationale de Rabat. Merci d'avoir enrichi ce débat, messieurs, et c'est le débat qui va rester certainement d'actualité. Je vous remercie de nous avoir suivis. Très bonne soirée.